Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Chloé a étudié les arts français dans le but de promouvoir l'artisanat français à l'étranger. Passionnée de voyage, durant ses études, elle se lançait des challenges de backpacker. Partir le plus loin, le plus longtemps, avec le moins d'argent possible. Des voyages de fou, avec pas grand-chose. Elle nous révélera ses secrets et méthodes pour y parvenir. Et si les voyages avec des mini-budgets étaient finalement les plus extraordinaires ? Une fois son diplôme en poche, elle prend un poste chez Maison du Monde en tant qu'acheteuse de meubles en Inde et en Chine. Mais à la fin de sa période d'essai, elle réalise ne pas être prête à rentrer dans la vie active. Elle pose sa démission et 2 semaines plus tard, elle se retrouve dans le désert du Sahara et elle y restera 3 mois. Elle réalisera ensuite d'autres voyages comme le Népal où elle y effectuera des missions de bénévolat et y vivra des expériences inédites. Puis, elle partira en Inde pour une aventure qui devait durer quelques semaines, mais qui durera 5 ans. C'est en Inde, en 2016, qu'on lui découvrira un début de sclérose en plaques. Chloé nous explique comment elle a géré cette nouvelle et quelle approche elle a décidé d'adopter. Et c'est en 2014, dans un bus au Népal, entre Katmandou et Pokhara, qu'elle dessinera un croquis de sac à dos. Et c'est un projet qui prendra vie, quelques années plus tard, à travers l'Aventurière, sa marque de maroquinerie. Des voyages qui lui ont permis de faire le cheminement intérieur dont elle avait besoin, mais aussi de trouver sa voie professionnelle. Bonjour Chloé. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie, et toi ? Moi aussi, ça va très bien, écoute. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans. J'habite en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, et j'ai créé, il y a quelques années, une marque de maroquinerie de voyage qui s'appelle l'Aventurière. Et ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas ? Non, pas du. Enfin, c'était très inopiné, mais avec le temps, je me rends compte effectivement que c'était pas un hasard. Les choses sont bien faites. Exactement, et les auditrices vont comprendre pourquoi. Alors Chloé, on va remonter, c'est un peu le rituel dans le podcast des locomotives, on remonte, on rembobine quelques années en arrière dans la vie de l'invité pour comprendre un petit peu quel était ton parcours d'études, quels étaient tes choix en tant que jeune femme, et par la suite, du coup, tu vas nous expliquer ce que tu as fait de ta vie, et surtout, on va a priori parler voyage, mais ça, on va pas spoiler trop de choses, tu vas tout nous raconter. Donc Chloé, comment t'as commencé ta vie, comment tu as commencé ton parcours d'études ? Alors moi, le parcours d'études, ça a été assez galère parce qu'en fait, j'étais curieuse de tout et ça a été très compliqué de choisir un sujet d'études. Mais j'ai commencé en fait avec des études d'allemand et de littérature parce que j'ai une partie de ma famille qui vit en Allemagne et j'étais passionnée par les langues étrangères. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que ces études-là menaient plutôt vers des métiers de professorat, ce que je voulais pas faire du tout. Et j'ai trouvé en fait un master dans une école qui s'appelle l'Estua à Angers dans le 49, qui proposait en fait d'étudier les arts français dans tout leur ensemble, donc que ce soit la mode, la peinture, la gastronomie, tous les arts, dans le but en fait de pouvoir promouvoir l'artisanat français, le luxe français à l'étranger. Et ça a été une belle découverte parce que c'était un parcours très très large qui permettait d'ouvrir aussi énormément de portes et qui m'a amenée petit à petit vers le monde de la mode et de l'artisanat. D'accord. Donc, comme quoi, entre le moment de tes études et maintenant, enfin, t'as pas fait ces études-là pour rien, finalement. Non, pas du tout. Pour moi, ça a été un très très chouette parcours et qui m'a appris énormément de choses. C'était très très enrichissant.
Super. Donc tu fais ces études-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, tu décides de te lancer dans cette industrie-là? Est-ce que tu as eu du coup une petite remise en question, dès le moment où tu as commencé à faire des études ou quand tu as commencé à chercher un travail? De quoi tu avais envie à ce moment-là? En fait, pendant mon master, dans les arts, j'ai eu l'occasion de faire des stages, à Paris dans l'industrie de la mode. Ce qui a été une belle découverte parce que, j'ai assisté par exemple à des défilés de mode, j'ai travaillé avec certains créateurs, donc j'étais très attirée en fait par le travail du créateur, par les matières aussi, mais je me sentais pas du tout à l'aise dans le milieu de la mode, tel qu'on peut le connaître. Ce qui me posait un vrai souci parce que, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça et que pour autant j'appartenais pas à ce monde-là. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai fait quelques voyages, puisque je suis passionnée de voyage, et j'ai eu un premier poste chez Maison du Monde, donc la boîte de déco, dans laquelle j'étais acheteuse de meubles. Donc mon rôle, c'était de participer un petit peu à la création des collections avec l'équipe de stylistes et d'acheter en fait les meubles. Donc moi, c'était principalement en Inde et en Chine. Donc d'avoir le rapport en fait sur le développement des produits, la négociation des prix, toutes ces choses-là avec les usines de fabrication qui se trouvaient à l'étranger. Donc ça a été une chouette découverte. Mais je suis finalement restée que 6 mois dans cette entreprise parce qu'à la fin de ma période d'essai, j'ai décidé de partir. En fait, quelques temps avant la fin de cette période d'essai, j'étais partie au Maroc, complètement par hasard et seulement pour une semaine. Donc c'était un tout petit voyage, mais je me suis retrouvée plusieurs jours dans le désert du Sahara. Et je pense que ce passage dans le désert m'a complètement, je dirais, retourné l'esprit parce qu'avec le calme du désert et les journées de marche, ça a ouvert en fait des portes de, je dirais, d'inspiration dans ma tête, de me poser tout un tas de questions et de me dire mais il y a quelque chose de plus grand à faire. Je suis pas prête encore à rentrer dans la vie active, à me poser. Et quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai posé ma démission et je suis repartie. Ça a été très très vite. 2 semaines plus tard, je suis retournée dans le désert parce que je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui s'était pas encore terminé et je voulais découvrir en fait ce qu'il y avait derrière. Alors, on va revenir sur ce voyage-là et sur les autres parce que Chloé a fait beaucoup de voyages. Mais d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble plutôt important. Tu m'as expliqué, donc en off, avant d'enregistrer ce podcast ensemble, que tu te lançais un challenge. Tu as appelé ça le challenge de backpacker. Donc toi, ton truc avant, c'était de partir le plus loin, le plus longtemps possible, avec le moins d'argent possible. C'est ça? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup, dans quel pays tu es parti, combien de temps et c'était quoi tes budgets en général par rapport enfin sur combien de temps du coup, sur combien de semaines? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai commencé à voyager dès que j'ai eu une certaine indépendance financière. Donc, quand je parle d'indépendance financière, c'était pas grand-chose, mais c'était même pendant mes études. Je travaillais toujours à côté, donc j'économisais un max d'argent parce que tout l'argent que je pouvais avoir pour moi, c'était vraiment consacré au voyage. Et donc, quand je partais, forcément, j'avais des tout petits budgets. Donc, comme tu le disais, l'idée, c'était de pouvoir quand même faire des beaux voyages, découvrir le maximum de choses. En plus, moi, j'aimais partir dans des endroits lointains où je connaissais ni la culture ni la langue. Je voulais vraiment que ça crée un dépaysement total. Donc, tu me demandais un exemple. Par exemple, il y a eu la Chine où je suis partie pendant un petit peu plus d'un mois avec mon sac à dos pour 450 euros, billets d'avion compris. Mais comment c'est Et possible? bah alors ça date d'il y a une petite dizaine d'années maintenant, donc il y avait des billets d'avion qui étaient aussi moins chers. Mais en fait, lorsque j'étais sur place, je faisais en sorte toujours, alors soit en dormant chez l'habitant, soit en trouvant des auberges de jeunesse à vraiment pas cher. J'arrivais toujours en fait, même au niveau des déplacements, à dépenser mais le moins d'argent possible. Et j'avoue que je coupais beaucoup sur la nourriture, ça c'était pas ma priorité. Donc j'ai dû louper des découvertes gustatives dans pas mal de pays, mais je me concentrais vraiment sur plutôt l'expérience que j'allais avoir sur place, sans que l'argent soit un souci en fait. Et je me suis rendu compte à travers tous ces voyages-là que ça marchait hyper bien et que finalement, quand on avait
pas de budget pour partir, les voyages étaient d'autant plus chouettes et on était, je pense, encore plus ouverts à tout ce qui peut se présenter devant nous. Mais c'est fou et tu jamais, peur de manquer d'argent? Enfin, je sais pas, c'était pas stressant? Comment tu arrivais à gérer ça au quotidien? Non, j'ai jamais eu peur de ça, mais je pense que, au niveau de mon caractère, je peux être hyper, organisée, donc j'avais un budget à respecter et voilà, je savais qu'il devait pas être dépassé et j'organisais vraiment tout en fonction de ça. À l'époque aussi, je préparais beaucoup plus mes voyages. Bon, j'ai changé depuis, mais j'essayais de faire en sorte de sans enfin, j'allais pas jusqu'à réserver toutes les nuits en auberge et cetera, mais je savais par où j'allais passer, je savais ce que j'allais potentiellement visiter et cetera, ce qui me donnait quand même un aperçu, des dépenses que je pourrais avoir à faire, au cours du voyage. Donc c'était hyper clair dans ma tête et il y a jamais eu de questionnement ou de peur vis-à-vis de ça, en fait. Et est-ce que tu tenais, je sais pas moi, un petit tableau ou des petites notes dans lesquelles tu écrivais chaque jour toutes tes dépenses? Non, même pas du tout. En fait, c'est marrant parce que quand tu me poses la question, je réfléchis et je n'ai aucun souvenir de ça, en fait, ni de me poser des questions sur l'argent, ni de tenir des comptes, absolument pas. Ça se faisait vraiment au feeling, et c'est marrant, l'argent était complètement secondaire. C'est marrant. Et quand tu dis que tu as loupé quelques découvertes gustatives parce que tu as sauté des repas ou c'est juste que tu te faisais du riz blanc et basta? Je peux te donner un exemple qui m'a marqué. J'étais partie une fois avec une copine, on s'était, lancé le défi d'aller jusqu'au cercle polaire, donc en Finlande et on était partis avec, la voiture de ma mère à l'époque, donc on avait fait tout le trajet depuis Nantes. Pareil, alors là, je devais avoir généralement, je tournais toujours autour de 400 € et la copine avec qui j'étais, elle avait beaucoup plus d'argent et donc on a senti le décalage au fil du voyage et par exemple, quand on est arrivé en Finlande, elle a voulu goûter, les saumons fumés, il y avait de la viande de renne aussi, enfin, ils faisaient des super repas et moi, en fait, à côté de ça, donc pendant elle goûtait toutes ces choses-là, j'allais dans une enseigne, lambda, de magasin et je mangeais par exemple une tomate et un concombre. Donc c'est vrai que je coupais vraiment sur la nourriture, mais parce que pour moi c'était, en tout cas à cette époque-là, c'était vraiment pas du tout la priorité, quoi. Tu sais, c'est comme, quand tu te sens tellement heureux de vivre une expérience, ça te coupe presque la faim parce que tu es nourri différemment, en fait et j'avais vraiment cette sensation-là. Mais enfin, c'est une question bête, mais une tomate et un concombre, tu tiens pas la journée, non? Bah, moi je si, je suis capable après de Incroyable. je me rappelle même pas, tu vois, d'avoir eu particulièrement faim ou quoi que ce Ah ouais, soit, d'accord. c'est vrai que quand je pars en voyage, je me sens tellement émerveillée par tout que, c'est pas une priorité, en fait, pour moi, c'est très, très secondaire. C'est fou. Et du coup, tu es prête pour faire Pékin Express? Sans problème. Ça serait possible. Après, en fait, j'ai évolué aussi avec le temps, dans ma façon de voyager et puis évidemment, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu, de meilleurs salaires donc j'ai pu aussi changer, ma façon de voir les choses et de profiter du voyage notamment, aujourd'hui quand je pars, j'ai plus de budget, généralement donc je vais profiter aussi de tous les plaisirs gustatifs qu'on peut avoir, à l'étranger et que j'adore aussi, dans certains pays, donc les choses ont un petit peu changé, mais c'est vrai que je priorise toujours l'expérience vraiment humaine, on va dire, plutôt que potentiellement, par exemple, un super resto ou une super bouffe dans un pays étranger, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est top, tu vois? J'aime beaucoup ce retour d'expérience parce que, bah, ça montre, à toutes les femmes qui nous écoutent qu'on peut voyager avec des tout petits budgets. Par contre, oui, il faut être prêt à en Ouais. assumer les conséquences, c'est-à-dire faire des concessions, faire des choix et être extrêmement rigoureuse et organisée sur la gestion de son budget. Oui, 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 c'est sûr. Après, effectivement, il y a ça à prendre en compte. Mais tu vois, c'est vrai que les voyages avec très peu de budget, je les fais plus aujourd'hui parce que maintenant j'ai du budget. Mais c'est vrai que je me disais récemment que finalement, les voyages de l'époque étaient, c'est un peu bizarre. En fait, ils étaient mieux, si je puis dire. Je ne sais pas si c'était vis-à-vis du challenge, mais en fait, quand on a le confort de l'argent, on a aussi le confort de se dire à un moment donné, bon bah je m'arrête là ou je me fais un super hôtel parce que je suis crevée et c'est hyper chouette. Mais en écoutant cette envie de confort,
je trouve qu'on manque certaines expériences et certains moments d'authenticité qu'on peut avoir quand on se soucie plus du tout en fait de l'argent. Et c'est vrai que maintenant que je l'ai, j'ai plus les mêmes expériences, j'ai plus la même, je trouve, authenticité, même au niveau de mes envies en fait, hein, dans mes voyages. Ouais, bien sûr. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que, quand tu pars avec très peu de budget, tu sors constamment de ta zone de confort et tu vas constamment à la recherche de l'autre Ouais. et tu rencontres beaucoup de gens et il y a toutes les expériences que tu vas vivre vont être très spontanées, et beaucoup de surprises, en fait, qui vont faire que cette expérience va être décuplée et Mmh. effectivement peut-être plus extraordinaire qu'un séjour «tout confort» quoi, entre guillemets. Ouais, 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 ça change les choses effectivement. Après, dans les voyages que j'ai faits, j'explique quand même, que, j'ai toujours voyagé dans des pays, où, c'est vraiment, vraiment pas cher. Après, j'ai eu un voyage, en 2019, je crois, en Argentine. C'est beaucoup plus difficile de faire avec un petit budget, à part si on dort dans une tente ou chez l'habitant, parce que aussi la vie sur place est beaucoup plus chère. Donc c'est voilà, c'est relatif aussi, mais je pense qu'il faut, quand on a peu de budget, il faut aussi bien choisir l'endroit et être sûr que on pourra faire face aux problèmes potentiels de Tout l'argent. à fait. Et donc ensuite, donc tu as fait quelques voyages comme ça en mode, challenge, avec pas beaucoup de budget et essayer de partir loin et longtemps et donc tu as bien, bien kiffé a priori et c'est génial. Ensuite, tu prends ce job chez Maison du Monde. Ensuite, tu te dis que tu as besoin d'autre chose et c'est là où tu pars au Maroc et donc j'aimerais revenir sur cette expérience aussi. Tu t'es retrouvée dans le désert du Sahara pendant 3 mois. Mais c'est-à-dire, comment on se Oui. retrouve dans le désert du Sahara pendant 3 mois et qu'est-ce qu'on y fait exactement? En fait, c'était hyper important pour moi d'y retrouver parce que j'ai eu l'impression d'avoir touché quelque chose un peu de l'ordre spirituel, quand je me suis retrouvée dans le désert, et le premier voyage était tellement court que, j'avais besoin d'aller voir encore une fois un petit peu plus loin, ce qui s'était réveillé à ce moment-là. Et lors du premier voyage, j'avais, rencontré, un couple, franco-marocain avec qui j'avais vachement bien accroché. Donc quand je suis retournée au Maroc, je suis directement allée chez eux et en fait, ils habitaient à Zagora, qui est une ville au sud du Maroc, qui est pas très, très loin, du désert, et j'ai réfléchi à comment faire pour retourner dans le désert. Alors je suis pas partie, toute seule. J'aurais clairement pas su comment faire à l'époque. Et je suis partie avec un copain marocain que j'avais rencontré aussi, lors du premier voyage. Donc on est partis à 2 avec, une tente et un dromadaire, et Énorme. on s'est dit que voilà, on allait errer, un certain temps, enfin jusqu'à ce que, on n'ait plus envie, on va dire, d'être dans le désert, et ça a duré 3 mois en effet, sur des journées, ça se résume hyper vite parce qu'en fait, on marchait, du matin jusqu'au soir, en plus sous une chaleur harassante. Donc ça crée aussi une atmosphère, hyper particulière et qui amène à l'introspection, parce que, voilà, au fil des jours, lui et moi, on avait aussi moins de choses à se dire, c'est normal, et donc on était beaucoup plus concentrés, sur nous-mêmes. Et il y avait toujours le rituel, le soir après la marche, au coucher du soleil, on montait la tente, on préparait un repas avec ce qu'on avait, emmené avec nous et qui était porté par le dromadaire, et puis on regardait les ciels étoilés, qui sont les plus beaux ciels étoilés que j'ai jamais vus de ma vie. Je les ai vraiment eus là-bas au Maroc, et la vie se résumait vraiment à ça, chaque jour en fait. Ça a l'air Et incroyable. ça a été, ouais, ça a été génial parce que c'était, déconnecté de tout temps, et c'est des moments vraiment, je le répète, je trouve, où en ça, le voyage a cette magie de pouvoir, pousser à l'inspiration et à réveiller, en fait, des envies, voire même des rêves qu'on a à l'intérieur et qu'on soupçonne pas du tout. Et quand on est rentré en fait à la ville, il y a eu un moment donné forcément où j'ai quand même fait le tour des questionnements que je pouvais avoir. Je me suis dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Donc je suis rentrée en France, c'était la période de Noël. Donc j'ai passé toute la période avec ma famille, mais je me souviens, très très inconfortable dans ce retour de vie, en France, et je me suis dit: «Il faut absolument que je reparte». Et j'avais un rêve, on va dire, d'enfant, qui était de partir voir l'Himalaya au Népal. Et comme je n'avais aucune idée de la suite des événements ou même de ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie, hormis de voyager, j'ai pris un billet pour le Népal. Et je me suis dit:
je vais voguer au fil des rencontres, des envies, peut-être des opportunités. Ça durera plusieurs mois ou plusieurs années, on verra. Mais il faut que je trouve en fait ce que je suis censée faire dans la vie parce que j'étais complètement paumée en fait. Donc je suis partie sur le Népal. Et alors, J'ai travaillé un voilà, peu. j'allais te couper justement. De quoi tu vivais pendant toute cette période, donc du Sahara et ce voyage au Népal, etc. C'était ma question. Alors, je vivais sur des économies que j'avais faites, entre autres, grâce à mon emploi chez Maisons du D'accord, Monde et des petits boulots que j'avais eus aussi pendant mes études de master. C'était entièrement sur l'économie là, par contre. d'accord. J'ai pas travaillé en fait, en tout cas au tout départ, j'ai pas travaillé à l'étranger. Ce que je faisais quand même pour animer mes journées et trouver un sens, c'était travailler dans des institutions ou des associations, de type ONG, en tant que bénévole en fait. Au Népal et puis ensuite, en Inde, en fait assez naturellement l'Inde était à côté du Népal. Alors attends, je suis obligée de te couper, Chloé. Je suis obligée de te couper, tu vas beaucoup trop vite. Moi, je veux en savoir beaucoup plus. Je suis très très curieuse. Donc le Népal, c'est un pays qui me fait rêver clairement. Donc si tu le veux bien, Ouais. bien sûr, raconte-moi un petit peu les expériences que tu as vécues là-bas, peut-être les missions de bénévolat que tu as effectuées. Je sais pas, peut-être des expériences très insolites qui sont vraiment hors du commun ou en tout cas qui t'ont marqué. Si tu veux un peu nous faire vivre le Népal avec toi, je suis toute oui. Ouais, avec plaisir. Le Népal, je pense, ça se résume un petit peu comme le Maroc, dans l'idée d'une vie qui était très, très simple. Enfin, tu vois, à l'époque, j'avais même pas de téléphone, avec internet et cetera, hein. J'avais encore un vieux, Nokia 3310 en noir et blanc. Donc ça, c'était génial aussi parce qu'il y avait aucune connexion avec les réseaux et si toutefois je devais communiquer avec mon entourage, j'allais dans des cybercafés. Donc j'étais là aussi, hyper déconnectée et j'étais logée chez une famille, de Népalais, qui m'accueillait en fait dans le cadre d'une mission de bénévolat en fait que je faisais dans un orphelinat, qui était, dans le village. Et donc les journées en fait se déroulaient avec une partie, à l'orphelinat, donc on s'occupait des enfants. Il pouvait y avoir des missions de cuisine, de nettoyage et puis des missions aussi de jardinage puisqu'ils montaient en fait tout un potager, pour que le comment ça s'appelle? L'orphelinat soit assez, indépendant, au niveau de la nourriture. Et puis, en milieu de journée et soirée, je passais du temps avec la famille et là aussi, c'était très simple. On préparait les repas ensemble. Il y avait parfois du travail à faire dans les champs parce qu'ils avaient des plantations de moutarde. Donc avec les graines de moutarde, ils faisaient de l'huile et j'ai des souvenirs, vraiment merveilleux de soirées où en fait, on se mettait au coin du feu, à l'extérieur et il y avait en fait un nouveau-né dans la famille dans laquelle j'étais et en fait tous les soirs il y avait ce rituel de masser le bébé au coin du feu avec l'huile de moutarde qu'ils produisaient eux-mêmes et j'ai appris par exemple là-bas du coup comment on massait un bébé, ce qui lui faisait du bien, etc. Et là aussi ça se résumait à ça des choses de vie qui étaient très très simples. Et le soir, je me souviens, je dormais dans mon sac de couchage avec une lampe sur le front et je lisais des bouquins de toutes sortes que je trouvais soit dans des auberges de jeunesse, tu sais, les gens laissent des bouquins Oui, quand tout c'est à comme fait. ça. Donc j'ai lu plein de classiques de la littérature française que je n'aurais jamais lu à la base, mais qui là devenaient hyper intéressants parce que de toute façon j'avais que ça. Et voilà, c'était très simple et la vie telle qu'on a envie de la vivre, je dirais, dans nos rêves, quoi. C'était génial. Waouh. En tout cas, enfin, petit clin d'œil à la marque que tu as créée, tu es une sacrée aventurière. Ouais, je le souhaite. Je le souhaite, ouais. Ah ouais, enfin vraiment, t'as fait des voyages qui ne sont pas à la portée de tous. D'ailleurs, enfin, comment dire? Je pense qu'on en est tous et toutes capables, mais de là à sauter le pas pour faire ce type de voyage, c'est pas si évident que ça. Non, c'est pas évident. Après, tu vois, c'est rigolo parce que je te dis, je le souhaite d'être une aventurière. Je pense qu'au fond de moi, j'ai pas appelé ma marque par hasard non plus. Mais c'est vrai que si je me compare à d'autres aventurières que je considère être de vraies aventurières parce qu'elles vont partir sur des expéditions de fou, tu vois, vraiment en solitaire, à marcher pendant des mois et des mois. Enfin voilà, où il y a des traversées qui se font
sans sécurité ou quoi que ce soit sur l'océan, en Antarctique ou etc. Je me positionne pas non plus sur ce type d'aventure, même si j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de les faire. Mais c'est des aventures qui pour moi demandent un courage encore plus important que celui que je peux avoir aujourd'hui au travers de mes voyages. Bien sûr, de toute façon, il y a toujours plus que nous et moins que nous. Ça, ça c'est certain. Oui, c'est ça, ouais. Et alors ensuite, donc tu pars en Inde, et là, donc tu m'as expliqué, mais je te laisse, raconter, que c'est une aventure qui devait durer quelques semaines, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Non, en effet, en fait, donc je suis descendue en Inde, donc comme je le disais, assez naturellement parce que c'était dans le prolongement du Népal. Et aussi parce qu'en fait, lorsque j'étais chez Maisons du Monde, je l'expliquais tout à l'heure, donc j'achetais les meubles entre autres en Inde et donc j'avais des contacts avec des fournisseurs qui se trouvaient dans le pays et j'avais vachement bien accroché avec un des fournisseurs indiens qui se trouvait à Jodhpur, donc qui est la ville bleue au Rajasthan. Donc je me rappelle quand on échangeait nos mails professionnels, il y avait toujours une petite partie plutôt sur la vie personnelle où il m'expliquait que le dimanche c'était le jour du cricket. Enfin voilà, il me parlait de ce qu'il faisait avec sa famille, etc. Et donc quand je suis partie au Népal, je lui avais dit, on avait gardé contact et je lui avais dit, bah écoute, je pars au Népal, je vais peut-être passer par l'Inde à un moment donné. On pourrait se rencontrer. Et donc, il m'avait accueilli, lui, chez lui, à bras ouverts, en me disant, tu viens à la maison, on trouvera forcément quelque chose. Et il m'avait parlé aussi d'une école qu'il finançait à côté de son usine de fabrication, dans laquelle peut-être je pourrais faire aussi une mission de bénévolat. Donc, je trouvais que le déroulé était assez logique dans le voyage. Et donc, quand je suis arrivée à Jodhpur, donc j'ai fait un direct en plus Katmandou, Jodhpur. Je suis pas passée par les grandes villes d'Inde. Et je le précise pour celles qui ont voyagé en Inde parce que ça fait aussi une différence sur l'accueil qu'on reçoit quand on arrive dans le pays, qui est quand même assez déroutant. Moi, je suis arrivée dans un environnement qui était, même si ça reste une fourmilière, mais qui était quand même relativement calme et bienveillant. Et j'ai été accueillie donc par ce monsieur qui s'appelle Gaurav, et qui m'a proposé donc de travailler dans l'école qu'il finançait avec son entreprise. Donc j'ai enseigné le français. Alors ça a duré peut-être quand même 3 mois, je pense, cette expérience-là. Je m'étais trouvé un petit logement à côté en colocation dans le centre-ville. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais très mauvaise professeure et que c'était clairement pas un métier qui s'improvisait. J'avais quand même la responsabilité d'élèves et je me sentais pas du tout compétente dans mon métier. Et ce que j'avais envie, en fait, c'était d'aller voir l'usine de fabrication de meubles, puisque ayant travaillé pour Maisons du Monde et voilà, connaissant les boutiques ici en France, on voit en fait tout un tas de produits qui viennent de l'étranger, mais finalement, on ne sait jamais comment c'est fabriqué. Donc, j'avais vraiment envie de voir les derrières des usines de fabrication. Mais j'ai dû négocier, du coup, pendant ces fameux 3 mois-là avec Gaurav, parce que c'était un milieu exclusivement masculin et que pour lui, il était hors de question qu'il fasse rentrer et une femme, et une jeune, et en plus une blanche dans tout cet environnement-là. Et finalement, à force d'insister, il a accepté de m'ouvrir les portes de l'usine et on s'est rendu compte qu'on avait plein de synergies communes et qu'il y avait certainement quelque chose à faire ensemble. Et on a commencé en fait une collaboration, ça s'est vraiment fait petit à petit au fil des semaines et au fil des mois pour me trouver un poste au sein de l'usine. Et finalement, j'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans chez lui. C'est fou cette histoire. Donc ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu au départ. C'est complètement fou. Et quand il t'a ouvert les portes de cette usine, justement, question qu'on a dû te poser, est-ce que tu as découvert des conditions correctes? Oui, alors là, ouais, complètement. Déjà parce que l'usine en elle-même, c'est une grosse usine. Ils travaillent avec beaucoup de pays étrangers. Il y a des audits qui se font chaque année. Et c'est vrai que ça, c'était chouette parce que par la suite, j'ai visité énormément d'usines et dans différents secteurs d'activité. Et c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas en France, on décrit beaucoup les délocalisations et le travail qui est fait à l'étranger. Or, c'est pas que négatif. Il y a un véritable savoir-faire.
qui est là-bas, en tout cas en Inde, mais aussi dans d'autres pays, et qui doit être reconnu, je trouve. Et puis, il y a des conditions de travail, évidemment, qui sont pas les mêmes que chez nous, parce qu'ils ont déjà pas le même code du travail, et puis surtout, ils ont pas la même culture, mais ils ont des conditions de travail qui correspondent aussi, eux, à leur environnement professionnel, et qui sont, de ce fait, tout à fait, on peut dire décentes, mais aussi normales pour eux. Donc, j'ai pas du tout eu de surprise, par exemple, avec des enfants qui travaillent, ou avec, je sais pas moi, des conditions de lieux délabrés ou quoi que ce soit, pas du tout. Après, tu vois, en anecdote, il y a par exemple, au niveau du meuble, il y a des espaces en fait où on va utiliser de la peinture, des solvants, des produits chimiques, etc. Ils ont une obligation de porter des masques, des gants, etc. Et c'est les ouvriers eux-mêmes qui refusent de porter ça parce que chez eux, ça se fait pas en fait. Donc, c'est c'est Ah oui, d'accord. c'est hyper complexe, hein, comme sujet, mais je trouve qu'il est hyper important aussi d'aller voir ce qui se passe sur place, et aussi de comprendre la culture entrepreneuriale ou professionnelle qu'ils ont au sein de leurs entreprises à eux. Dans le sens où on peut pas tout leur imposer non plus, parce que chez nous, on a des règles, des codes, ça fonctionne pas forcément partout en fait. Et justement, je fais une transition par rapport à ce que tu dis, donc comprendre la culture dans chaque pays, etc. Qu'est-ce que tu as retenu de ces voyages qui ont été très importants pour toi d'un point de vue spirituel? Donc je pense au Maroc, au Népal et à l'Inde. J'imagine que tu as eu des discussions sur la vie, sur la manière de penser, de percevoir la vie, l'état d'esprit, etc. Qu'est-ce que tu retiens de chacune de ces cultures? Oh, on pourrait faire un podcast en 15 épisodes sur ce sujet. En fait, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à voyager, ce que je voulais, en fait, c'était justement d'aller découvrir d'autres cultures, parce que je me disais: «Le monde est tellement grand, et nous, dans notre pays, on peut être tellement, sûrs de nous, ou fermés sur des modes de vie, en fait. Il doit forcément y avoir autre chose». Et j'avais aussi le sentiment, d'un point de vue personnel, d'avoir une part de mon éducation qui était, complètement incomplète, mais sur des sujets assez simples de la vie, ou sur du savoir-vivre. Et en allant à l'étranger, ce que je voulais voir, c'était comment les gens pensent, comment ils vivent, quels sont leurs modes de vie, et qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me parle, et que je peux moi ensuite, en fait, apporter dans ma vie personnelle. Et j'ai eu des comment dire? Je me suis pris des claques en fait. En voyage, je me suis pris beaucoup de claques, parce que, j'ai en plus un caractère assez, comment dire? Hem, Quel serait le bon mot? Hem, Peut-être buté ou déterminé sur certains sujets, où voilà, je me dis: «C'est les choses sont comme ça». En fait, je me suis rendu compte que quand on va découvrir d'autres peuples, on fait face aussi à d'autres réalités. Enfin, tu vois, un exemple vraiment tout con, j'avais une super copine en Inde, qui, au petit déjeuner, par exemple, se servait une glace. Et je lui disais, mais elle me disait: «T'en veux une?» Et je disais: «Bah non, il est 8 heures du mat, la glace, c'est soit pour le dessert ou pour le 4 heures». Et elle me disait: «Mais qui a dit ça?» C'est clair. Et je disais: «Ben, enfin, tout le monde, en fait, c'est comme ça». Elle me disait: «Ben, c'est comme ça dans ta tête, mais c'est pas comme ça ici, en fait». Enfin, tu vois, sur des trucs hyper cons, où en J'adore. fait, moi, en tout cas, je me mettais beaucoup de règles. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le perfectionnisme, voilà, c'est ça que Ah je oui, cherchais comme d'accord. mot tout à l'heure. Tu vois, c'est pas rentrer dans les cases, mais c'est, voilà, on m'a appris comme ça, ou j'ai vu comme ça, donc c'est comme ça que ça doit se passer. Et quand tu découvres d'autres cultures qui font complètement à l'inverse de ce qu'on t'a inculqué depuis l'enfance, tu perds. Enfin, moi, j'ai complètement perdu pied dans certains endroits. Et autant le Maroc a réveillé une certaine spiritualité, autant l'Inde, ça a été une explosion dans tous les sens, aussi bien dans le positif que le négatif, en fait. Parce que les différences étaient telles que ma remise en question a été telle aussi. Et ça a été, je me suis pris claque sur claque, en fait. C'est marrant, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Donc parmi les femmes que j'ai interviewées qui ont voyagé en Inde et dans d'autres pays en fait, et qui ont comparé justement toutes les cultures, la perception de chacun, etc. C'est ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'en Inde, ça a tout chamboulé de nouveau ce qu'elles avaient appris, ça a chamboulé beaucoup de choses. Comment tu l'expliquerais toi ça?
Parce que les codes, en fait, en Inde, enfin, quand on arrive, tout le monde le dit, mais c'est vrai, tout est chamboulé à l'intérieur. C'est les sens, c'est le psychologique, c'est du coup le spirituel. En fait, c'est un peu comme si on te posait dans un monde qui est à l'opposé de tout ce qu'on t'a appris depuis le départ. Et c'est complètement, enfin, il y a des gens qui perdent la tête en Inde, hein, ça peut vraiment aller loin parce que ça te pousse dans des retranchements vraiment, c'est que de la remise en question en fait. C'est très très étrange et il y a un côté, enfin après chaque voyageur le vit très différemment, c'est ça qui est aussi incroyable, mais parce que on a tous aussi une éducation différente et puis un caractère différent. Mais c'est vrai que on est souvent tous quand même chamboulés par ce pays parce que c'est, enfin, je sais pas s'il y a quelque chose de chimique ou quoi dans l'air, mais dans tous les cas, ça te prend dans tout ton être. C'est les sons, tu vois, que tu vas entendre, qui sont très forts. Donc, en fait, t'es hyper stimulé de partout et sur tous les sens. La nourriture aussi. Les sons, tu as des sons dans tous les sens. Tu as les klaxons, tu as les appels à la prière chez les musulmans, tu as le son des temples. Comment ça s'appelle mince, j'ai un trou de mémoire, pardon, l'autre religion en Inde, les Les hindous, hindous, ok, pardon, ouais. voilà, chez les hindous. Tu vois, enfin, t'as toutes ces choses-là, et puis comme je te disais, tous les codes en fait qu'on va t'enseigner, qui sont à l'opposé de ce qu'on t'a dit. Et puis après, t'as les maisons d'extrêmement riches à gauche, les bidonvilles à droite. Enfin, tout est complètement mixé. C'est comme si tu retrouvais l'intégralité du monde dans un seul et même endroit. Et en fait, tu ne sais plus ce qui est bon, pas bon, ce qui est vrai, pas vrai. C'est assez ouf comme sentiment et c'est très dur à expliquer aussi, en fait. Et combien de temps, justement, t'as mis à t'intégrer à cette vie? Parce que t'es resté quand même 5 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment t'as fait pour t'intégrer à un tel milieu, entre guillemets, qui était si différent de ce que t'avais pu connaître? Bah, en fait, avec du recul, parce que je suis rentrée en 2018 à peu près, avec du recul, je crois que je me suis jamais intégrée. Et pourtant, j'ai cru le contraire pendant je dirais, les 3 premières années où j'étais sur place. En fait, ce qui était bizarre, c'est que, je le disais tout à l'heure, justement, j'ai atterri directement à Jodhpur, donc j'ai pas été happée comme certains voyageurs peuvent l'être quand ils arrivent à New Delhi ou à Bombay. J'ai eu beaucoup d'expériences à ce sujet. C'est vrai que je me suis sentie protégée à Jodhpur. Et quand je suis arrivée, je me souviens, tout était merveilleux. Je me sentais comme à la maison. J'adorais sentir la chaleur. Jodhpur, c'est jusqu'à 50 degrés, donc il y fait très très chaud. Mais je me sentais très bien dans cet environnement. Il y avait tout un tas de choses à découvrir, donc j'étais nourrie aussi de ce côté-là. Et j'étais très étrangement insensible à la misère qu'il y avait sur place, en fait. Et chez moi, c'est venu crescendo au fil des années où ce qui avait bien commencé a un peu mal terminé, on va dire, parce que c'est vraiment au fil des années, c'est comme si j'avais ouvert les yeux et découvert en fait, je veux pas dire toute la merde qu'il y avait sur place parce que ça peut sembler négatif, mais il y a tellement de beauté et à côté de ça, tout le contraire en fait. Et j'ai l'impression que moi, ça m'est apparu 3 ans plus tard en fait. C'est très très bizarre. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout à évoluer positivement dans le pays parce que je voyais des injustices partout. La misère qui me touchait pas au départ me transperçait, mais du plus profond, c'était hyper dur à voir. Et est-ce que j'ai développé une hypersensibilité là-bas ou est-ce qu'elle s'est réveillée là-bas? Je ne sais pas. Mais mes émotions se sont décuplées, aussi bien dans le positif que dans le négatif, en fait. Et c'est pour ça que t'es partie? Alors c'est pour ça que j'ai quitté l'Inde. En fait, enfin oui et non. En toute transparence, la dernière année, en fait, je me trouvais justement dans cette situation émotionnelle là qui était difficile. Donc j'envisageais un potentiel départ et en même temps j'avais une situation en Inde qui était hyper confortable parce que au fil des années,
dans l'entreprise avec Gorav, j'étais vraiment montée en compétences, j'avais un super poste, j'avais un super salaire qui allait avec, et qui était très important pour l'Inde, donc j'avais une vie qui était vraiment très confortable et j'avais aussi une grande liberté puisque Gorav me laissait faire en fait ce que je voulais. À partir du moment où mon travail à l'usine était fait, je pouvais partir en voyage autant que je pouvais. Génial. Donc c'était génial. Mais j'ai commencé à tomber malade la dernière année avec des visions troubles, Oula, d'accord. donc au niveau de la vue, donc c'était très très bizarre. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu un début de sclérose en plaques à ce moment-là. Et donc ça, c'était en 2016. Et j'ai eu une première hospitalisation en Inde qui s'est pas très très bien passée, qui m'a fait peur clairement. Et je me suis dit, il y a eu ensuite un deuxième épisode. Et là, je me suis dit, bon, ça commence à faire beaucoup. C'est peut-être mieux de rentrer et puis de voir aussi avec les médecins en France ce qui se passe pour avoir un autre avis en fait médical. Et puis je verrai ensuite. Mais là, il y a quelque chose en tout cas en Inde qui me pousse de trop dans mes retranchements. Et il faut peut-être faire une pause en fait. Donc c'est plutôt ça qui m'a poussée à rentrer. Mais pour moi, c'était juste une conséquence de tout ce qui s'était passé les mois d'avant en fait. D'accord, donc c'est quand même une épreuve, difficile. Est-ce que du coup, les médecins, en France ont confirmé que c'était une sclérose ou qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Ouais, alors les médecins en France ont confirmé le diagnostic. Mais en fait, ce qui était rigolo, c'est que quand j'étais en Inde, eux n'avaient pas confirmé le diagnostic. Et c'est ce que j'aime beaucoup en Inde et ce qui m'a énormément apporté, c'est justement ce côté aussi plus spirituel. Je me souviens que le neurologue en Inde a plutôt mis ça sur le compte d'un fort stress, Ah! justement d'émotions exacerbées, peut-être d'un mal-être passager sur place. Et eux m'avaient plutôt prescrit en fait un nouveau mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. Alors qu'en France, tout de suite, tu sais, ça a été des Eh oui. médicaments chimiques, enfin voilà, une ambiance beaucoup plus angoissante. Et en fait, quand les médecins français m'ont proposé ce diagnostic-là, enfin ils me l'ont imposé, ils m'ont pas proposé, mais finalement je me suis rangée du côté de l'Inde en me disant ben voilà, ça me Extraordinaire. Ouais, convient ouais. pas ce que vous me proposez. En Inde, on m'avait dit ça, et en fait, ça me parle carrément plus, donc je vais suivre cette idée-là. Donc c'était rigolo parce que j'avais un peu fui l'Inde en me disant peut-être que ils ont pas assez fait de tests, ils sont pas sûrs, etc. Et en fait, quand j'ai eu les confirmations en France, finalement, j'ai préféré repartir sur ce qui avait été fait en Inde. Et en Inde, ils prescrivent, par exemple, tu vois, des cures ayurvédiques, donc qui est la médecine traditionnelle indienne. Donc c'est avec une alimentation particulière, avec des massages, et puis un mode de vie vraiment. On va être sur du yoga, de la méditation, éviter toute source de stress en fait. Et je me suis beaucoup après intéressée au symbolisme de la maladie, au mode de vie aussi, enfin bon, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, donc ça fait enfin non, on est en 2022, 6 ans maintenant, pardon, que j'ai eu le diagnostic, et je prends toujours pas de traitement chimique. Les examens entre guillemets sont bons, ça n'évolue pas. Et j'ai choisi finalement la méthode indienne entre guillemets, mais qui est pas que indienne, elle existe dans plein de pays, mais pour me soigner et qui me convient très très bien quoi. C'est extraordinaire et c'est marrant que tu me parles de ça, donc c'est quelque chose que je ne savais pas de ton histoire. Mais c'est justement un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je suis en train de me renseigner. Donc toutes les maladies, si elles sont, lesquelles peuvent être liées au psychologique, par quel biais, quelles en sont les conséquences, comment se soigner autrement, et cetera. C'est quelque chose qui Ouais, m'intrigue énormément et c'est surtout quelque chose, en lequel je crois. ouais, bah, je te pousse à faire encore plus de recherches là-dessus parce que c'est vrai que c'est hyper passionnant. Et moi après, enfin, chacun a son avis sur la question, et après je remets pas du tout non plus en question la médecine allopathique, en laquelle je vais croire aussi sur certaines choses, ou que je vais utiliser aussi dans certains cas. Mais je trouve qu'il est essentiel en fait, si on tombe malade, d'aller voir dans tous les sens en fait, d'aller chercher de tous les côtés dans différentes médecines, et de pas juste se contenter d'un diagnostic
et d'un médicament potentiellement en plus à vie, qu'on sait pas trop pourquoi on le prend. Enfin, je trouve que en tant que malade, c'est quand même à nous aussi de faire la démarche, tu vois, d'aller chercher et d'essayer de comprendre ce qui se passe déjà physiologiquement parlant, physiquement parlant dans le corps, et de pas juste laisser la responsabilité à un médecin de nous poser un diagnostic et de nous donner des médicaments qu'on connaît pas. Et puis, c'est hyper intéressant d'aller chercher dans la psychologie et le symbolisme des maladies, parce que là, on découvre des trucs de fou, sincèrement. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est super ce que tu dis, je trouve que c'est hyper important, ton discours est bon, parce que tu appuies pas une médecine plus qu'une autre, donc ça me plaît beaucoup et ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant et j'ai l'impression que en Occident, on est en train de se pencher de plus en plus, bah, tu vois, sur le développement personnel, c'est lié, hein, tout est lié de toute façon, et je pense que c'est Mmh. une très bonne chose. On revient rapidement au Népal parce que au Népal, tu as eu une sorte de déclic, si je ne me trompe pas, et c'est là que l'idée des aventurières, je sais pas si je peux dire des aventurières, mais de ta marque, c'est là que ça s'est passé en fait, c'est ça, si j'ai bien compris, ça s'est passé dans un bus. C'est ça que tu racontes? Ouais, ouais, Dis-en-nous plus. c'est vraiment les ouais, c'est vraiment les prémices, à ce moment-là de la marque, parce que l'histoire du bus au Népal, c'était en 2013, et la marque est née en fait, quelques années plus tard. Mais effectivement, je faisais régulièrement des allers-retours au Népal pour refaire mon visa indien en fait. Et un jour, je me trouvais donc dans un bus entre Katmandou et Pokhara, donc c'est à peu près 8 heures de trajet, pour celles qui connaissent, dans des paysages magnifiques. Et comment, je ne sais pas, pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai eu l'idée en fait de me dire que j'en avais marre de voyager en fait avec mon backpack traditionnel, qu'on a quasiment toutes, qui a pas de style entre guillemets. Et en fait, c'était des trucs assez cons, mais quand je regardais les quelques photos de voyage que j'avais, j'étais toujours sapée n'importe comment, enfin toujours dans l'idée, tu sais, d'emmener le moins de choses possible, que ça soit hyper ergonomique, hyper pratique, etc. Mais ça manquait d'une touche stylistique, on va dire. Et en Inde, justement, j'ai découvert, on va dire, ma féminité, que j'avais pas du tout aperçue jusque-là. Et de là m'est venue l'idée de créer en fait mes propres accessoires de voyage. Et j'avais envie d'avoir un sac fait sur mesure, qui répond vraiment à mes besoins et surtout qui soit hyper canon en fait. Je voulais avoir un trop beau sac. Et j'ai commencé en fait dans ce bus-là, le trajet était tellement long, à dessiner quelques croquis sur un carnet de façon hyper rapide, mais en me disant bah voilà, j'aimerais que le sac il soit comme ci, comme ça, il pourrait ressembler à ci ou ça. Donc j'ai fait un premier croquis et c'est rigolo parce qu'en fait le sac tel qu'il existe aujourd'hui, c'est finalement exactement le même que celui qui avait été dessiné à l'arrache en fait Ah ce ouais, le jour-là. premier jet. Euh, ouais, en fait c'était le premier jet, ouais. C'est fou. Et quand je suis rentrée en fait en Inde après avoir récupéré mon visa, je me suis mise à visiter en fait des usines de maroquinerie parce que je voulais que le sac soit en cuir. Et je me suis dit bah, je vais me le faire fabriquer et ça va être cool. Et en fait j'ai mis beaucoup de temps à trouver le bon atelier, les bons matériaux, les bonnes couleurs, enfin toutes ces choses là. Et ça a pris du temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie et aussi d'argent, parce que je traversais le pays de long en large. La partie plutôt cuir maroquinerie, elle se fait à l'est du pays, du côté de Calcutta et de Chennai, alors que moi j'habitais du coup à l'ouest. Et je me suis dit, ben dis donc, t'en fais beaucoup pour un sac à dos, sachant qu'en plus j'avais pas l'habitude de mettre beaucoup de budget généralement dans que ce soit la fringue ou les accessoires. Et là, en fait, je me retrouvais avec un prototype de sac à dos de plusieurs milliers d'euros. En fait, je sais pas combien j'ai pu dépenser pour faire ce sac. Et je me suis dit, c'est quand même étrange, toute cette passion que tu mets à créer cet objet. Et en fait, ben, j'ai découvert à ce moment-là que j'avais une créativité en moi et
une passion pour une activité professionnelle, ce que j'avais jamais connu auparavant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire au travers de ces accessoires de voyage, en fait. Ce qui est formidable, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que tu incarnes vraiment, comment dire? Le fait de comment tu sais, on dit, il faut, d'abord, partir à la recherche de soi avant de trouver vraiment ce qu'on a envie de faire de notre vie professionnelle. Enfin, on dit. Nous, on le dit en tout cas chez Locomotive. Et là, je trouve que Oui. c'est vraiment la représentation de ce qu'on dit. C'est-à-dire que le fait d'être parti à la recherche de toi, de la manière dont tu le souhaites, c'est pas forcément par le voyage, c'est ça qui a donné, vie, du coup, à un projet professionnel. Absolument, ouais, ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui, entre autres, au travers de la marque, donc que j'ai fini par créer et dans laquelle je propose des accessoires de voyage. Donc ça reste un objet de mode, mais comme je le disais, en fait, au début du podcast, je me suis jamais sentie, enfin, ni légitime, ni à l'aise dans le secteur de la mode et au final, au travers de cette marque-là, je vais pas évidemment, il y a une histoire de style et d'esthétisme qui est importante pour moi, mais je partage pas en fait des valeurs finalement de mode. Je vais plutôt partager des valeurs qui sont liées au voyage et comment à travers le voyage on peut justement apprendre des choses sur soi et être inspiré et réveiller des rêves qu'on a à l'intérieur. Et il y a certainement beaucoup de manières aussi d'accéder à ça. Peut-être, par exemple, certaines personnes vont beaucoup se balader en forêt et ils arrivent à trouver l'intériorité nécessaire pour accéder à cette inspiration-là. Mais c'est vrai que moi, ça s'est toujours fait par le voyage. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre vraiment aujourd'hui, parce que je trouve que ben, c'est l'une des plus belles choses qu'on peut découvrir en fait. Complètement. Et aujourd'hui, donc cette marque est lancée. Est-ce que tu en vis aujourd'hui? Est-ce que tu arrives, parce que je sais pas quand est-ce que tu as lancé, ta marque. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne vis que de ça? Tu es vraiment la fondatrice de la marque et c'est tout ou tu as des à côté aussi? Alors, aujourd'hui même, je n'en vis pas, complètement, mais en fait, j'ai lancé la marque en 2016 Mmh. officiellement et au départ avec des vestes pour femmes, que je faisais dans des tissus, brodés ou tissés, donc principalement des tissus indiens. Donc j'ai lancé la marque au départ plutôt avec de la fringue parce que j'ai pas osé, lancer ma collection de maroquinerie. Et donc j'en ai vécu, enfin j'ai vécu pardon de cette marque-là pendant 2 ans avec les vestes. Et puis après il y a eu le Covid, donc là ça a été banqueroute totale et je suis repartie de zéro juste après le Covid. Avec une campagne de financement participatif pour essayer de récupérer de la trésorerie. Et je me suis dit, en fait, bon, l'histoire a assez duré. Le départ du projet, c'était les sacs à dos. Ce que t'aimes, ce sont les sacs à dos. Enfin, en tout cas, toute la maroquinerie de voyage. Donc, fais maintenant ce que tu as envie de faire et repars avec ça parce que le projet de l'aventurière ne m'a jamais quitté, en fait. Donc, aujourd'hui, je me concentre pleinement dessus. Je peux avoir après des contrats freelance à droite à gauche pour compléter mes revenus, mais ça reste mon activité principale et je compte bien qu'elle le reste en fait et qu'elle devienne viable et pérenne assez rapidement en Bien fait. sûr. En tout cas, je confirme que les sacs sont absolument canons. Ils sont vraiment magnifiques. Là-dessus, tu as fait un super beau Merci travail. beaucoup. Enfin, tu as vraiment un vrai coup de crayon et tu as dessiné de très, très belles pièces. Donc bravo pour ça. Je te souhaite évidemment que du succès. Est-ce qu'il y a des projets à venir, du coup, avec cette marque? Ouais, alors j'ai pas le droit d'en parler officiellement et Ah c'est trop dommage parce que ah! ça c'est sûr que ça aurait intéressé les voyageuses. Mais oui, en fait, c'est là aussi où c'est chouette parce que je me rends compte que finalement, quand on fait vraiment ce qu'on souhaite, petit aparté, je trouve que dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est, quand on débute et qu'on n'avait pas aspiré à faire ça au départ, on va chercher des conseils à l'extérieur. Et finalement, bien sûr, c'est important et il faut les écouter, mais il faut aussi et surtout s'écouter soi-même parce qu'on est le créateur de la marque ou de l'entreprise et au fond, on sait ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut qui fonctionnera aussi. Et en fait, depuis que j'ai sorti là la collection de maroquinerie, il y a eu une succession d'événements absolument extraordinaires et merveilleux
avec des projets effectivement qui arrivent là pour le mois de novembre et dont je parlerai rapidement parce que c'est génial et j'ai confiance cette fois-ci pour que tout fonctionne vraiment bien et que ce rêve puisse devenir réalité. Et en tout cas, bravo, c'est mérité. Si aujourd'hui l'aventurière existe, c'est grâce à toi, c'est grâce à tout ce que tu as entrepris et toutes les remises en question que tu as pu faire depuis le début de la genèse de cette marque. Donc bravo pour ça. Sur ton site, enfin sur Instagram, il y a écrit précommande jusqu'au 5 octobre. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire que là j'ai lancé en fait la collection de maroquinerie en précommande. Donc en fait c'est toujours dans l'idée de ne pas avancer de frais et de stock qui pourraient rester bloqués un certain temps. Et de produire aussi simplement ce qui a été commandé, parce que c'est aussi une des valeurs qui est importante au niveau de la marque, dans l'esprit éco-responsable, on va dire. Donc là, aujourd'hui, il y a possibilité de commander les articles sur le site. La production, elle, va se faire au mois d'octobre et de novembre. Et puis, j'assure moi ensuite une livraison avant Noël. Ah, bon, c'était bien de le préciser, alors j'ai bien fait de poser la question. Ouais, carrément. L'idée, en fait, c'est de pouvoir faire des productions 1 à 2 fois par an, encore une fois, en fonction de la demande, pour ne pas produire pour rien, on va dire. D'accord, super. En tout cas, vous l'avez compris, pour celles qui nous écoutent, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau pour Noël, de faire un cadeau à votre mec, parce que c'est aussi des sacs qui sont masculins, et c'est pas forcément que pour voyager, allez jeter un œil et vous pouvez faire des précommandes jusqu'au 5 octobre, c'est quand même bon à savoir. Chloé, merci infiniment pour cet échange avec toi, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu creuser tellement de sujets, tellement de voyages, tellement de choses, donc on a fait le maximum parce que sinon ça durerait trop longtemps malheureusement, mais c'était hyper intéressant. On a quand même un petit rituel dans les locomotives. À la fin de chaque épisode, je pose 3 questions. Donc je ne sais pas si tu les connais, sinon ça sera spontané, attention. Pour toi qui es perfectionniste, je te sors de ta zone de confort. Alors la première question, est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie ou une phrase que tu adores ? Ouais, alors je ne sais pas si je vais la ressortir telle quelle, mais elle est issue du bouquin Jonathan Livingstone, Le Goéland de Richard Bach, et qui est, alors je ne vais pas la dire exactement comme il faut, mais en gros qu'il faut dépasser ses peurs, sauter les barrières et dépasser toutes les contraintes et faire tout ce qu'on peut pour réaliser ses rêves. Mmh. C'est vraiment mon mojo dans la vie de tous les jours, on va dire. Super. Et petite fille, est-ce que tu avais un rêve ? Est-ce que tu savais ce que tu voulais devenir comme femme ou ce que tu voulais faire de ta vie ? Est-ce que tu avais une idée ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est petite fille, j'avais des questionnements existentiels auxquels j'arrivais pas auxquels j'arrivais pas à répondre. Mais je savais déjà que j'avais une attirance particulière pour l'étranger et que j'avais envie d'aller découvrir ce qui se passait à l'autre bout du monde. D'accord. Et attention, dernière question, et peut-être la plus difficile. Pour toi, c'est quoi être une locomotive ? Être une locomotive, je dirais, j'espère en être une un jour. Je dirais que en partageant sa propre expérience, parce que je trouve important de pouvoir parler des choses qu'on a vécues. En connaissance de cause, c'est de pouvoir vraiment inspirer des femmes ou des hommes, d'autres personnes à réaliser en fait leurs propres souhaits ou leurs propres rêves. En tout cas, tu seras une locomotive à travers le podcast Les Locomotives. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Je te confirme que tu es carrément une locomotive. Clairement, tu es carrément une locomotive. En tout cas, merci infiniment pour ton témoignage, pour cet échange et pour tout ce que tu nous as appris. Je te souhaite une très très belle continuation avec l'aventurière et plein de succès, de belles choses et surtout du bonheur, c'est le plus important. Merci beaucoup Sandra et merci de m'avoir accueillie sur le podcast. J'ai passé un super chouette moment. Merci Chloé, à bientôt, salut. À bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.